Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 livres que j'ai adorés. Je vais pas déblatérer 1000 ans, donc on va commencer tout de suite avec le premier roman. J'étais obligée de vous en parler puisqu'il s'agit de Descendre sur tes mains de Nora Lake. Je vous en ai parlé bon nombre de fois, mais cette fois-ci, il a été réimprimé et il est de nouveau disponible en papier chez les éditions Hurlevent. Donc je vous invite vivement à aller vous le procurer parce que en dehors du fait que j'adore cette maison d'édition, elle est en grande difficulté actuellement. Donc si vous voulez soutenir une petite maison d'édition, je vous invite plus que jamais à aller les soutenir, à aller acheter sur leur shop. Le plus rémunérateur pour elles, ce serait d'aller acheter directement sur leur site internet. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc n'hésitez pas vraiment à aller les soutenir. Pour vous parler brièvement de cette nouvelle édition, je crois qu'il y a un jaspage maintenant sur l'édition qui a été republiée. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses qui changent, mais en tout cas il est toujours au prix de 25 € si je dis pas de bêtises. Je vous en parle pour soutenir la maison d'édition et aussi parce que ça a été un énorme coup de cœur pour moi en 2023. Si je dis pas de bêtises, c'est mon top 1 de l'année 2023. Je crois que je faisais pas de top de ce que j'ai préféré, ce que j'ai... Enfin bref, je faisais pas de top, mais en tout cas ça a été le top 1 dans mon cœur. Pour vous parler de l'histoire, ici on va suivre Alice. C'est une orpheline d'une dizaine d'années au moment du début du récit. Et elle va être recueillie par Isaac, qui était l'un des amis de son père biologique qu'elle n'a jamais connu. Ni son père ni Isaac, elle ne connaissait pas l'existence de ces deux personnes. Pour Alice, ça va être assez perturbant au début parce que Isaac se montre très froid. Déjà l'environnement est assez froid et fait un petit peu peur parce que c'est dans un grand manoir. Le moment du récit, on est plutôt dans un moment un peu hivernal, automnal, donc on a de la brume, il y a un cimetière à côté du domaine, les pierres de l'édifice rendent le tout un petit peu froid, enfin ça rend les choses très peu accueillantes pour elle qui a une dizaine d'années comme je vous disais au début du récit. Et du coup elle a très peur parce qu'elle a l'impression aussi d'être suivie, d'avoir des sortes de choses un petit peu étranges qui la suivent, qui sont avec elle mais qu'elle ne le voit jamais. Donc vraiment c'est un récit que j'ai énormément aimé. Ah oui, je vous ai pas dit, c'est en Angleterre à la fin du 19e. Et ouais, on est dans un manoir lugubre avec une ambiance poisseuse, parfaite pour l'automne, l'hiver. Un roman gothique à souhait, j'ai adoré ce roman. Comme vous le voyez sur la couverture, il y a des pièces d'échecs parce que le jeu d'échecs est un élément hyper important dans cet ouvrage. Parce que les échecs relient Isaac et Alice d'une certaine façon et ça résout certaines problématiques, ça fait avancer le récit par les échecs. Je vous laisse regarder n'importe quoi, je vous laisse lire si jamais ça vous intrigue. Juste, il y a des avertissements, donc je préfère vous les dire en amont. Ils sont inscrits juste ici, du coup ça parle de suicide, sexe, violence et sang, donc voilà, si jamais vous êtes sensible, soyez préparés. Mais voilà, c'est un roman gothique, ça m'a fait énormément aimer le genre. En fait je crois que j'en avais jamais forcément lu auparavant et là j'ai vraiment été plongée à l'intérieur, j'ai adoré et du coup ça m'a donné envie de lire d'autant plus de gothique et voilà, ça a été ma première entrée en matière et une très très belle entrée en matière puisque j'ai adoré. J'espère que je vous aurai donné envie de lire ce roman et d'aller soutenir cette maison d'édition que j'aime de tout mon cœur puisque je vous avais même fait une vidéo spéciale sur les éditions Hurlevent. Je vous la remettrai dans le petit i juste en haut. Parce que vraiment je les aime d'amour et je serais extrêmement triste si jamais elles venaient à disparaître. Ce qui est très difficile pour elles en ce moment, c'est l'aspect financier, donc vraiment si on peut les soutenir, ça me ferait chaud au cœur. N'hésitez pas à aller craquer pour cet ouvrage ou tout autre de la maison d'édition qui vous intéresse, même plusieurs ouvrages si vous voulez. Je suis ravie de pouvoir vous présenter Descendre sur tes mains encore une fois puisque ce ne sera probablement pas la dernière fois que j'en parlerai sur cette chaîne. Je ne sais pas, mais en tout cas je l'aime d'amour, voilà. Le deuxième roman dont j'avais envie de vous parler, il s'agit de Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. Je ne l'ai pas connu avec ce roman mais avec The Seven Husbands of Evelyn Hugo, du coup les 7 maris d'Evelyn Hugo, que j'avais adoré. Ça avait été un très très gros coup de cœur aussi, mais j'ai choisi de vous présenter celui-ci parce qu'il me fait penser au beau jour et que j'ai regardé la série sur Amazon Prime et que j'ai énormément aimé la série, ce qui m'a fait un peu replonger dans son histoire et dans cette histoire. Ici on va suivre un groupe de rock fictif qui s'est séparé, on le sait au début, mais on ne sait pas pourquoi, donc on va suivre la genèse du groupe jusqu'à son ascension et après
dégringolade un petit peu du groupe et de ce qui s'est passé pour que tous ces membres ne se parlent plus. Il y a eu une cassure à un moment donné, mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui est arrivé. Et tout l'enjeu du livre, c'est de savoir tout ça, de savoir comment s'est créé le groupe, quelles a été les envies du départ, comment ils ont fait pour surmonter les obstacles, comment ça s'est passé pour eux par rapport à leur ascension, leur célébrité. Et j'ai énormément aimé. J'écoute maintenant très régulièrement aussi les chansons du groupe, puisque dans la série de Amazon Prime, ils ont fait des chansons du coup qui sont tirées du livre, et j'en ai énormément aimé. Du coup, il y en a certaines que j'écoute maintenant régulièrement. Moi, je l'ai lu en anglais, il a été traduit en français. Je ne sais plus chez quelle maison d'édition. Peut-être chez Charleston, mais potentiellement je dis des bêtises. Si jamais vous voulez commencer la lecture en anglais, les romans de Taylor Jenkins Reid sont une bonne porte d'entrée, mais notamment celui-ci parce que le format du livre c'est une interview et du coup on a un langage très oral pour vous montrer un petit peu l'intérieur. Du coup là par exemple on a le nom d'une des personnes du groupe et après ce qu'elle a envie de raconter. Voilà, donc c'est assez perturbant au début, moi je savais pas à la base, mais au final je trouve que ça fonctionne hyper bien en anglais et que c'est assez fluide, assez facile à lire du coup, parce que vraiment c'est un langage très oralisé, donc il n'y a pas de tournure de phrases un petit peu complexes. Les seules complexités qu'il pourrait y avoir, c'est qu'il y a certains mots de vocabulaire spécifiques par rapport à des instruments de musique ou à la musique de manière générale, mais ça reste assez accessible, c'est vraiment la seule difficulté qu'il pourrait y avoir. Après il faut que vous soyez préparé à vouloir lire en anglais, hein, personne ne pourra le faire à votre place, mais en tout cas si jamais vous voulez découvrir ça, ça a un côté très 70s parce que du coup ça se passe justement pendant les années 70, un peu cette gloire au rock'n'roll des années 70, donc vraiment ça fait beaucoup de bien à lire. Le seul avertissement que je pourrais vous donner, c'est qu'il y a de la drogue à l'intérieur, mais bon, c'est un groupe de rock des années 70, donc c'est pas très étonnant. Mais voilà, je me suis beaucoup attachée à tous les personnages. Il y a des personnalités très fortes qui peuvent être extrêmement agaçantes. Après, comme je vous disais, ça reste un groupe de rock'n'roll des années 70, donc les égos dans le monde de la musique, ça n'est pas... c'est très courant en fait, donc voilà, ça ne manque pas non plus dans ce roman-là, mais c'est très bien fait parce que j'avais l'impression que c'était vraiment un groupe qui avait existé, et ça m'avait fait exactement la même chose avec The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Dans celui-ci, en fait, on suit une Evelyn Hugo qui était une star... un peu une star hollywoodienne à la Marilyn Monroe. On a aussi l'impression que c'est une personne qui a existé, et en fait pas du tout. Mais voilà, vraiment celui-ci, lisez-le pour les beaux jours, parce que je trouve que ça rime beaucoup avec l'arrivée du printemps, l'été, ça fait un peu festival, les festivals sont généralement en été, donc bon, voilà, je vous invite vivement à aller le découvrir, et pour une première lecture en anglais, c'est un très bon choix. On va continuer avec un livre dont je ne suis pas sûre de vous avoir parlé sur cette chaîne. Il s'agit de En attendant Bojangles de Olivier Bourdeau. C'est un livre que j'avais lu il y a quelques années maintenant. J'ai dû le lire en 2021, 2022 peut-être, je sais plus exactement. Et j'avais après vu l'adaptation qu'il y a eu au cinéma avec Romain Duris et Virginie Efira, que j'aime beaucoup. Je trouve que l'adaptation est très fidèle au livre. Moi j'aime beaucoup cette couverture. Je sais qu'il y a l'édition poche que moi je n'aime pas du tout. J'aime pas du tout cette couverture. Et bah maintenant aussi il y a la couverture du film, enfin l'affiche du film et la couverture du livre. Chose que j'aime pas forcément quand ils font ça, qu'il y ait les affiches de films dans des couvertures de livres. Moi j'aime pas. Bah, bref, je vous ai pas parlé du roman et de quelle était l'histoire. Vu que je l'ai lu il y a un petit moment et que le résumé est peut-être pas assez frais dans ma tête, ou en tout cas j'ai peur de vous spoiler, je préfère vous lire la 4e de couverture et je vous en parle juste après. Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur Mr. Bojangles de Nina Simone. Leur amour est magique, vertigineux, une fête perpétuelle. Chez eux, il n'y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Celle qui donne le ton, qui mène le bal, c'est la mère, feu follet imprévisible et extravagant. C'est elle qui a adopté le 4e membre de la famille, mademoiselle Superfétatoire, un grand oiseau exotique qui déambule dans l'appartement. C'est elle qui n'a de cesse de les entraîner dans un tourbillon de poésie et de chimères. Un jour pourtant, elle va trop loin, et père et fils feront tout pour éviter l'inéluctable, pour que la fête continue coûte que coûte. L'amour fou n'a jamais si bien porté son nom. Déjà, j'adore ce résumé, je trouve qu'il donne envie sans en dire trop, et on sait que ça va être
à un moment donné, il va y avoir un grain de sable dans cet écosystème ou dans ce bonheur perpétuel, dans cette fête perpétuelle, mais on ne sait pas forcément quoi. On sait rapidement dans le récit que la mère est très extravagante et ça nous donne une clé sur le revers de la médaille. On sait qu'il va se passer quelque chose avec elle, mais on ne sait pas quoi. Et vraiment, ça m'a fait énormément pleurer. Honnêtement, j'ai beaucoup pleuré pour ce récit parce que je l'ai trouvé beau, je l'ai trouvé dur. C'est une belle histoire d'amour et c'est aussi une belle histoire de famille. Et tout ça, on le suit du point de vue de leur fils. Je me souviens plus comment il s'appelle, mais je suis même pas sûre qu'on sache comment il s'appelle dans le livre. Je me souviens plus, bref. Il faudrait que je le relise en vrai parce que c'était une très très bonne lecture. Comme je vous disais, on suit tout ça du point de vue de leur fils. Il a, il me semble, une dizaine d'années et du coup il est très émerveillé par toutes ces fêtes qu'organisent ses parents, l'amour que se portent ses parents. Ça l'émerveille, ça lui... Vraiment, il est émerveillé tout le temps et pour lui c'est absolument génial puisque c'est tout le temps la fête. Et très vite, il sent un peu qu'il va se passer quelque chose, que sa mère parfois elle va pas forcément bien, mais il sait pas trop quel mot mettre dessus. Il sait pas trop ce qu'a sa mère, mais il sait qu'il y a quelque chose qui va pas forcément. Et à partir du moment où il commence à se poser des questions, le lecteur aussi commence à s'en poser. On va voir un peu toute cette suite d'événements et voilà, je préfère pas trop vous en dire parce que moi je l'avais commencé et lu en sachant juste que c'était une belle histoire d'amour. Et effectivement c'est une très belle histoire d'amour, mais c'est vrai que je pense que je n'aurais pas autant apprécié si ce n'avait pas été le fils, le narrateur, parce qu'on a un regard assez innocent sur tout ce qui se passe. Et lui il reste assez innocent tout au long du récit puisqu'il n'a toujours que 10 ans, il grandit peut-être, ça se passe peut-être sur un an, je me souviens plus, mais en tout cas il n'y a pas un bond de 10 années dans le futur quoi. Et vraiment ce côté innocent et naïf est très beau et en même temps assez dur à lire. Donc voilà, je vous invite vivement à aller découvrir cette histoire si jamais vous l'avez pas encore lue. Et les deux derniers, je vais passer assez rapidement parce que j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Le premier, c'est Traduire Hitler de Olivier Manoni. C'est vraiment un essai dont je parle régulièrement et je veux vraiment que vous lisiez tous. C'est un petit peu du harcèlement à ce niveau-là parce que là, vraiment, je vous en parle H24. Mais ouais, ici, on est aux éditions Héloïse d'Ormesson à la collection Controverse. D'ailleurs, ouais, je vous ai pas dit, je vous ai pas dit les traducteurs, mais en fait, je les ai tous lus en langue originale. Donc, il n'y a pas de traduction pour l'instant. Et il n'y aura pas de traducteur dans cette vidéo puisque le dernier est un livre en anglais. Donc, bref, je me reconcentre. Je parle de Olivier Manoni avec Traduire Hitler pour vous parler rapidement de ce qui se passe dans ce récit. Olivier Manoni va nous parler de la traduction de Mein Kampf qui s'est déroulée il y a quelques années et c'est Olivier Manoni qui l'a traduit puisque c'est un traducteur spécialiste du Troisième Reich, un traducteur littéraire, et il explique tout le cheminement de cette traduction et à quel point ça a été dur, compliqué, que ça lui a bouffé la vie pendant littéralement 10 ans parce que voilà, cette traduction a duré 10 ans. Ça peut vous sembler étrange que quelqu'un ait voulu rééditer ce livre, mais c'était une réédition avec énormément de notes de bas de page, pardon, avec tout le style un peu chaotique d'Hitler, parce que du coup Olivier Manoni explique qu'il avait beaucoup de problèmes de syntaxe, pardon, je vais pas y arriver, hein. Il y avait beaucoup de répétitions, un vocabulaire assez pauvre en fait, et du coup c'est ce qu'on lui a demandé, c'est de faire une traduction assez littérale dans le style pour mettre en exergue ce style un peu pauvre de ce livre-là. Et du coup, toutes les notes sont d'historiens. Enfin, il y a eu beaucoup de personnes qui ont travaillé à cette traduction, à cette réédition, et c'est une réédition qui est vraiment à but qui vise un public assez professionnel et expert du sujet, quoi, des historiens, voilà, des experts sur le sujet, mais en fait tout le cheminement est hyper intéressant, hyper important à comprendre parce que là Olivier Manoni, on lui a pas demandé de faire de la traduction littéraire comme ce qu'il peut faire d'habitude. Là c'est vraiment une demande très particulière de garder en fait toutes les erreurs de syntaxe, toutes les répétitions, enfin
Tout ça c'est quand même assez dur pour un traducteur parce que ça va à l'encontre de ce qu'on nous demande à nous, traducteurs, et moi je fais pas de la traduction littéraire, je déteste ça d'ailleurs, mais je peux comprendre à quel point ça a été très très compliqué. Et il explique aussi que ça l'a impacté dans sa vie personnelle parce que son épouse, elle a vu Mein Kampf pendant 10 ans, enfin ça a bouffé aussi leur vie personnelle à eux deux parce que bah, c'est une traduction qui est très lourde à porter, donc vraiment il explique tout ça et c'était hyper intéressant. Je me suis perdue et j'ai un petit peu lu la 4e de couverture, mais justement il parle de pourquoi il y a eu cette réédition et réécriture de Mein Kampf. Et du coup c'est écrit: si certains se demandent à quoi bon sortir de l'oubli ce brûlot de haine, Olivier Manoni, qui a consacré 10 ans à la retraduction de Mein Kampf, leur répond. Outre les tempêtes suscitées par la parution d'Historiser le mal, il raconte ici la lutte au corps à corps avec une prose lourde et pernicieuse et les incidences plus personnelles de ce compagnonnage forcé. Face à une actualité où les démons semblent renaître, Olivier Manoni nous alerte sur le pouvoir du discours tronqué, trompeur et d'autant plus efficace qu'il est simpliste. Si jamais ça vous a pas donné envie, je ne comprends pas pourquoi, parce que c'est vraiment trop bien. Lisez Traduire Hitler. Et le dernier livre dont j'ai envie de vous parler, il s'agit de Babel de R.F. Kuang. Je suis désolée si la luminosité change, mais il y a soleil-nuage depuis tout à l'heure. Bref, faites abstraction, d'accord? Je sais, j'ai toujours pas sorti la vidéo sur le mythe de Babel. Je n'ai pas travaillé dessus. Pour l'instant, mon esprit est occupé à autre chose malheureusement. Mais bref, pour vous parler de cette histoire, ici on va suivre Robin Swift. C'est un chinois qui a été arraché à ses parents par un noble anglais. Et en fait, bon, il a été arraché à ses parents, mais ses parents sont décédés d'une espèce de peste. Et du coup, bah, il va être emmené par ce lord anglais, ou cet aristocrate anglais, je sais plus s'il est lord, mais en tout cas... C'est un homme qui a du pouvoir en Angleterre et donc il va l'emmener à Oxford et le forcer à étudier pour qu'il puisse entrer à l'académie de la Tour de Babel pour devenir traducteur. Et bah, c'est ce qui va arriver bien sûr, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Et en fait Robin va se confronter au racisme. Voilà, ça va être super. Pardon, mais oui effectivement il va se confronter au racisme, mais il va se confronter aussi à la langue et à toutes les pernitions de la langue. Ici, l'autrice base son récit sur la traduction et sur les langues, mais sa dénonciation principale, c'est le colonialisme et le racisme. Et le faire en parlant du langage et du pouvoir des langues, je trouve que c'est tellement intelligent. Quand je dis que c'est pernicieux, je vais vous donner juste un exemple qui arrive assez vite dans le récit. En gros, Robin, lui, il est né dans le Canton et du coup, sa langue maternelle, c'est le cantonais. C'est une autre langue de Chine. Et en fait, déjà, on le force à ne plus parler le cantonais. Il n'a plus le droit de le parler. Donc, on lui supprime sa langue maternelle. On l'oblige à parler anglais et on lui explique que l'anglais, c'est une langue noble. Le mandarin, bon, c'est pas si noble que ça. C'est un peu une langue bif-bof. De barbare quoi, mais voilà, en fait ce côté très frontal et très dur de bah ouais, en fait ta langue maternelle elle te servira plus à rien. Est-ce que on y a une raison particulière? Non, c'est juste parce que nous les colons on te dit d'arrêter de le parler. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et j'avais adoré cette histoire. Il y a beaucoup de violence puisque je vous ai pas dit, mais du coup c'est Babel et le sous-titre c'est la nécessité de la violence. Et au début on se dit bah, pourquoi ce sous-titre là, et en fait il prend tout son sens au fur et à mesure du récit et notamment à la fin. Pour moi c'est la meilleure fin qu'il puisse y avoir pour ce roman parce que ça, en fait l'autrice explique tout du long toute cette violence et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus coordonné avec ce qu'elle voulait dénoncer. Après, je comprends que certaines personnes n'aient pas aimé cette fin. Mais voilà, pour moi c'était le plus cohérent par rapport à tout son propos. Il y a beaucoup de réflexions par rapport à la traduction que j'ai trouvé très juste, notamment quand on dit que traduire c'est trahir. C'est vrai, parce qu'on ne pourra jamais traduire un texte de manière littérale. Enfin, il y aura toujours des sous-entendus qu'un texte traduit ne pourra pas forcément avoir. Tout ce côté de la traduction c'est de la trahison, il y a beaucoup cette notion-là dans le livre et surtout au début il y a beaucoup de références à la traduction, de
de mythes qu'il puisse y avoir aussi avec Babel. Il y a beaucoup de références aussi à Babel forcément, mais toutes les réflexions de traduction, je les ai trouvées hyper pertinentes. J'ai trouvé que ça apportait énormément au récit. Ça m'a d'autant plus touchée puisque je l'ai forcément vu moi dans mes études ou même dans ma vie de tous les jours quand je pense un peu à la traduction et quand j'y réfléchis pendant mon travail, quoi. Mais vraiment, j'ai trouvé que c'était des réflexions pertinentes, intéressantes, qu'elles étaient assez justes dans l'ensemble, vraiment même juste... enfin voilà, même pas assez juste, juste. Voilà, est-ce que c'est clair? Je sais pas. Mais bref, voilà, j'ai adoré, ça a été l'une de mes meilleures lectures de l'année 2024. Et ma meilleure lecture c'était Betty, mais je vous ai parlé de L'été où tout a fondu dans la vidéo précédente, donc j'allais pas remettre Betty dans cette vidéo, mais sachez que voilà, c'est un autre livre que j'ai adoré, Betty, et je vous en ai parlé pareil, en long, en large et en travers, mais je m'étais dit qu'il fallait que je parle de Babel parce que ça faisait un petit moment que je vous en avais pas parlé, donc voilà, je vous rafraîchis la mémoire, lisez Babel, c'est incroyable. Si jamais vous voulez lire en anglais, c'est demandeur par rapport à celui que je vous ai présenté là, Daisy Jones and the Six, parce que déjà c'est écrit petit, alors je vais essayer de vous montrer, voilà, est-ce qu'on voit? Je sais pas trop, mais en tout cas c'est écrit petit et c'est un texte qui fait 550 pages, ouais. En anglais, il fait 550 pages. Quand l'autrice parle de traduction et de tous les éléments de langage, ça peut être un petit peu complexe, mais les dialogues en soi sont assez compréhensibles et assez faciles à comprendre. Mais en fait, c'est qu'il faut s'accrocher. C'est un texte qui est assez long, donc si jamais vous voulez vraiment le lire en anglais, et je trouve que c'est encore meilleur de le lire en anglais parce qu'il y a des réflexions par rapport à la langue anglaise qui sont hyper pertinentes et qui apportent aussi beaucoup au récit. La traduction en français doit être extrêmement bonne puisque elle est d'un traducteur, je suis désolée, j'ai oublié son nom, je vous l'écrire juste ici. C'est un traducteur qui est assez réputé, donc ça m'a pas... J'ai eu peur honnêtement quand j'ai vu que c'était De Saxus qui avait eu les droits pour Babel. Voilà, on connaît la réputation de Saxus pour les traductions, mais quand j'ai vu que c'était ce traducteur-là, j'ai été rassurée. Et de personnes qui l'ont lu en français, j'ai entendu dire que c'était quand même très bien. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné envie de lire tous ces livres. Dites-moi que oui, parce que vraiment, je veux que vous les lisiez tous. Vraiment, les 5, lisez-les. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire, même à me laisser des petits emojis. On n'a qu'à se dire des emojis de stylo, de plumes, de crayon. Voilà, on peut se dire ça, ça pourrait être chouette. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!